À mes côtés pour nous accompagner, ce sont les premiers co-chroniqueurs de l'année, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure, et puis tous mes voeux pour ce nouveau Bonjour magazine. Alain, très très bonne année. Et Philippe Orbach, meilleur sommet du monde. Bonjour Philippe. Et puis bonjour Alain, bonjour Laure et bonne année à tous. Alors aujourd'hui, on va parler, un petit mot peut-être sur le Dry January, parce que nous sommes en janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Puis après, on parlera d'un phénomène que aussi assez étonnant, le phénomène des vins et spiritueux sans alcool. On verra si c'est du vin ou pas. Le Dry January, donc ça, ce sont nos amis anglo-saxons qui ont décidé un jour de mettre le monde à mal au mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? C'était en 2013 et c'est vrai que les Anglais, pour encore les citer, toujours les amis anglais, c'est vrai qu'ils avaient tendance peut-être à profiter bien au moment des fêtes. Ils se sont dit qu'effectivement, ça serait peut-être pas mal de calmer le jeu à la rentrée pour voir un petit peu si d'abord quelle est sa relation avec l'alcool d'une façon générale, pour laisser aussi reposer un peu le corps, l'esprit. Et donc ils ont lancé cette idée qui aujourd'hui a fait son chemin. Il y a beaucoup d'endroits où... Donc pendant un mois, abstinence totale. Oui, enfin ça c'est sur la théorie bien entendu et c'est une indication disons soyez raisonnable un peu après les fêtes. C'est vrai que profiter de la vie, c'est bien. Profiter aussi de régénérer son corps, son esprit, pour mieux profiter ensuite, c'est pas mal aussi. Et finalement, ce mois de janvier, alors peut-être pas tout le mois, chacun fait ce qu'il veut et c'est respectable. Mais en tout cas, ça peut permettre effectivement de faire un peu attention. En tout cas, en France... Et pas que sur l'alcool, d'ailleurs, globalement, sur... faire un peu plus de sport, manger plus léger, moins de fromage, moins de pain, mais on va se suicider, etc. Non, tranquille. Et puis on n'est pas obligé d'attendre la fin du mois pour repartir de plus belle. Mais en tout cas, on y fait attention. Un dry de début January. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Laure? Alors, sur le principe, il a raison, Philippe. Parfois, on a eu quelques excès pendant les fêtes. Donc là, ça y est, on est zen. Non, ça vous agace? Ça a vu votre tête? Non, ça m'agace pas. C'est vrai que c'est très nouveau pour nous. En France, ça fait que 5 ans qu'on entend parler de ça. Autour de moi, j'ai énormément d'amis qui le font. L'abstinence. Qui font l'abstinence. À moi? Oui, vraiment. Il faut changer d'avis. Oui, c'est très bien. Oui, la modération. Mais en même temps, moi, je préfère faire attention toute l'année et pas m'empêcher. En plus, je suis née au mois de janvier, donc si je dois fêter mon anniversaire au mois de février parce que je suis au Dry January, ça va pas marcher. Ouais. Oui, après, comme dit Philippe, c'est une prise de conscience. Et c'est bien pour la santé. Oui, c'est bien aussi. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de créer... Pardon, on a toujours fait attention après avoir fait des fêtes. Voilà. Et c'est juste qu'il y en a peut-être dans le monde dans lequel on est qui ont tendance à oublier certains fondamentaux de modération. Oui, non, vous avez raison. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on lance tous les trois, là, et avec tous les auditeurs d'Invino Sud Radio, le Wine February. C'est-à-dire qu'on fait un mois de promotion du vin à partir du 1er février, avec modération, mais là, on parle de tous les vignobles du monde. Ça serait bien parce qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs dans la vie. En même temps, est-ce que le monde du vin avait besoin d'un Dry January? Parce que, en fait, on consomme moins de vin depuis 60 ans. Il y a une déconsommation de 60% de vin en France et en Europe. Ce qui, sur principe, est quand même pas mal parce qu'on buvait pas vraiment mal. beaucoup, On partait de très très loin. Mais c'était des habitudes de consommation qui sont très différentes de celles qu'on a aujourd'hui. En fait, on fait déjà très attention dans notre Bon, allez, avec modération. Alors, justement, la modération, on va en parler. Alors là, totale modération avec les vins et spiritueux sans alcool. Alors, Laure, c'est pareil. Là, on a dit Dry January, c'était il y a 5 ans. Est-ce que c'était quand les premiers vins sans alcool d'abord, est-ce que ce sont des vins? Et puis, deuxièmement, ça commence à apparaître quand? Alors, on doit parler de vin désalcoolisé. Absolument. Parce que le vin sans alcool n'existe pas, puisque le vin intrinsèquement contient de l'alcool. Donc, si on parle d'une boisson à base de vin sans alcool, et d'un vin désalcoolisé. Pardon, Laure, mais il y a une définition légale du vin qui dit que c'est une boisson fermentée. Donc, il y a un degré minimum, non, Philippe? 8,5 de mémoire pour que ça soit du vin. Mais c'est vrai qu'il y a tout un marché qui s'est engouffré dans ce Dry January. Il y a tout un marché de vins désalcoolisés et qui reste quand même très anecdotique quand même dans le monde des boissons. Ceci dit, pour la première fois, là, on vient de voir cette marque French Bloom qui est une marque d'effervescence sans alcool, vient d'acquérir. C'est la première fois qu'une marque de vin sans alcool acquiert un domaine à Limoux. Donc
Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se Ils ont des progrès à poser. faire parce qu'on a goûté quelques French Bloom qui étaient franchement pas bons, mais mauvais de chez mauvais. Donc il y a quand même du boulot. Mais en fait, ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que pour moi, le vin désalcoolisé, c'est un peu le miroir aux alouettes. Je pense qu'il vaut mieux boire du thé ou de l'eau ou un jus de fruits, un jus de raisin, plutôt qu'un vin désalcoolisé, parce qu'on pense que parce que c'est sans alcool, c'est bon pour la santé. Or, en fait, c'est une illusion. C'est pas un progrès. Le vin désalcoolisé n'est pas naturel. C'est un produit industriel. C'est un produit qui est chimique, qui est dénaturé, qui est hyper transformé. Parfois sucré aussi. C'est énergivore. En fait, c'est beaucoup plus sucré. C'est un non-sens environnemental. C'est consommateur d'énergie. Parfois, moi, je connais un domaine, par exemple, à Bordeaux, qui s'était dit, voilà, en ce moment, j'ai des difficultés financières. Je vais peut-être désalcooliser mon vin, mais finalement, ça lui coûtait beaucoup plus cher parce qu'il fallait qu'il aille très loin pour faire désalcooliser son vin, parce qu'il y a peu de caves, en fait, qui sont équipées. Les Allemands sont assez à la pointe là-dessus, quoi. Et voilà, donc, de Bordeaux, aller envoyer son vin en Allemagne pour désalcooliser, c'est, voilà. Et puis, c'est une vraie rupture culturelle. Nous, en France, quand même, le vin fait partie d'un patrimoine. On a collaboré ensemble, cher Philippe, sur un atlas des vins de France, qui est une géographie, qui est une histoire, qui est le no-tourisme en France. Pour eux, c'est une aberration. À la limite, on veut prendre un bon jus de raisin, c'est meilleur qu'un... Oui, et puis ce n'est même pas une opportunité économique, puisque, en fait, pour l'instant, la demande existe, mais reste très, très anecdotique. Voilà. Philippe, vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que quelque part, pour rebondir un peu sur les propos de Laure, on n'aime pas le vin, on n'en veut pas. Alors pourquoi s'acharner à avoir une bouteille et pourquoi pas boire un jus, une tisane ou un thé, par exemple? C'est ce qu'on propose, nous, dans mon restaurant. D'autres types de boissons. On a, parce qu'on ne peut pas ne pas en avoir aujourd'hui, des vins désalcoolisés disponibles, parce qu'on a une demande sur le sujet. Vous avez une demande? Elle est anecdotique, mais elle existe. Ouais. Et surtout, quand les gens, dans un groupe, il y a toujours une personne, une dame qui est enceinte, une personne qui est pour différentes raisons, ou un enfant qui est là. Alors le côté pernicieux de l'affaire, ça a été raconté par mes confrères d'un grand palace parisien pendant les fêtes, là. Ils me disaient, mais Philippe, tu sais pas ce qui s'est passé? C'était le réveillon de Noël, et finalement il y avait des enfants qui étaient là avec les parents, et ils ont offert aux enfants une flûte de French Bloom, par exemple, dans une très jolie flûte. Cadeau, ça, et la petite fille qui avait 8 ou 10 ans, elle dit je fais comme papa, maman, et quand je serai grande, je boirai du champagne. Donc ça veut dire que ça incite quand même les gens à aller quelque part. Ouais. Donc tout n'est pas négatif, en même temps c'est vicieux comme réaction, parce qu'on s'assimile au grand, on n'aurait jamais servi une flûte de champagne à quelqu'un qui a 10 ans. On va lui servir ça. C'est vrai, ouais. Est-ce que c'est un peu du première étape, Laure, ou pas, ça? Est-ce que c'est au contraire, c'est un peu dérangeant? C'est comme ça. Les deux aspects peuvent s'analyser. J'avais pas vu cet aspect-là. En revanche, il y a d'autres boissons comme le kombucha aussi qu'on voit de plus en plus. Les sommeliers les préparent avec les chefs. Pour mettre au point leur propre. C'est quoi le kombucha? C'est une boisson fermentée. Qui est élaborée à partir d'herbes. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent de ferments. Et c'est assez original comme type de... Voilà, donc il y a maintenant, peut-être pour les concours de sommellerie, bien sûr. Les concours de vin s'élargissent à ces nouvelles boissons, j'imagine. On pose des questions comme ça? Toutes les boissons, parce que ce qu'on ne sait pas toujours du métier de sommelier, c'est que finalement le sommelier, c'est pas un spécialiste que du vin, même si le vin représente l'essentiel du sujet, mais de toutes les boissons. Et compte tenu de l'évolution de la consommation, les bières, les thés, les cafés, les sakés, les cidres, les kombucha, etc., tout ça rentre effectivement dans l'univers du sommelier, parce que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts sur ce genre de consommation par rapport à avant. Bon, Laure, donc, là, ça sera le premier sujet. C'est un sujet de Dry in Vino Sud Radio. Oui, je pense que comme le Dry January est très récent, c'est normal que le commerce, c'est cohérent. Oui. Ouais. En plus, les bouteilles ne sont pas données, quoi. C'est pas non, bon marché, la marque qu'on citait n'est pas du tout donnée. Donnée du tout, mais voire très cher. Laure l'a bien expliqué tout à l'heure, ça coûte cher de faire ça. Oui, parce qu'on doit produire du vin, on doit produire un vrai vin et continuer après un autre processus industriel. Il y a peut-être le Petit Béret, il y a d'autres marques qui font des choses un peu mieux. Le Petit Béret, non, mais il y avait un certain nombre de domaines. Il y a même un grand cru classé de Sauternes, Sigalas Rabot, qui a sorti aujourd'hui un blanc désalcoolisé. À suivre en tout cas, c'est bien, voilà, après le réveillon, de parler un peu de vin sans alcool. Et merci beaucoup Laure et Philippe. On se retrouve dans un instant avec le Gin Quiz pour gagner les très
très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv.